Salut, aujourd'hui j'ai décidé de t'amener en balade. Une balade à travers le yoga pour t'expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, le yoga, c'est quoi? C'est pas facile de faire simple, parce que c'est une discipline, une philosophie qui existe depuis 4000 ans au moins. Et si l'on considère les peintures rupestres de la vallée de l'Indus comme étant des représentations de yogi, dans ce cas on peut faire remonter son histoire jusqu'à moins 9000 ans. Pour prendre vraiment la mesure de ce qu'est le yoga, c'est pas facile de répondre vite fait, mais je vais essayer d'éclaircir ce qu'est le yoga et ce qu'il représente pour moi. Si on remonte assez loin dans les origines du yoga, on se perd dans une forme de chamanisme très proche de la nature. Puis les yogis ont intégré ces rituels dans leur corps afin de transporter avec eux leur connexion avec la source. En s'éloignant ainsi du paganisme, le yogi se rapprochait plus de la forme qu'on connaît actuellement, de la forme expérimentale, du perçu, du ressenti, du connu en soi. Les différentes formes du yoga ont traversé les cultures indiennes pendant plus de 4000 ans et a été récemment codifié par les Yoga Sutras écrits par Patanjali. Et ce Patanjali, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il a vécu, entre moins 300 et plus 500. Alors maintenant, tu n'as plus besoin de ma face, donc tu vas te concentrer sur l'écran si tu veux, et puis je vais disparaître. Mais je vais continuer à te parler mentalement, sans bouger les lèvres, comme je le fais maintenant. La transformation du yoga a continué et a généré le bouddhisme, et ces deux approches se sont mutuellement nourries au fil des siècles ensuite. Le tantrisme également s'est développé fortement, lui, au 7e siècle, en renouant avec le mythe des matrikas, de la Shakti, vieux de 2000 ans déjà à l'époque. Comme je l'ai dit, c'est une philosophie qui fait partie des 6 grandes philosophies majeures de l'Inde, qu'on appelle darshana. À la darshana yoga est associée celle de la darshana samkhya, qui elle a été codifiée environ plus 400 par un certain Kapila. Pour faire simple, la samkhya, c'est la vision intellectuelle qui va définir la nature, l'esprit et la position de l'humain dans le cosmos. Et yoga, c'est la pratique qui va permettre d'explorer cette samkhya avec des méthodes de souffle, de posture, de concentration, etc. Les yogis qui suivent cette philosophie ne sont pas vraiment organisés en structure claire. Il y a évidemment les célèbres sadhus qui sont très connus pour leur ascèse et leurs exploits physiques, mais la plupart des yogis sont en fait juste des sages isolés. Ils ont en quelque sorte toujours été des rebelles au système en place, que le système ait été politique, religieux, ou que le système soit simplement celui de leur corps ou celui de leur esprit. Et à la base, les yogis veulent explorer ce qu'est l'esprit et utilisent les techniques du yoga comme une sorte de psychanalyse personnelle pour acquérir en premier lieu la connaissance de soi. Cela dit, la connaissance et la maîtrise du corps aussi sont des choses majeures dans l'évolution et la discipline du yoga. Les Natha yogis ont développé le Hatha yoga entre plus 300 et plus 800. Ils ont inventé beaucoup de techniques afin d'éprouver le corps et de le pousser dans des retranchements ou des difficultés qui permettent à l'esprit de se manifester. Contraindre le corps avec mesure et bienveillance permet à l'observateur de voir l'esprit en fonctionnement et l'ego en action et en résistance. Le yogi est rebelle aussi dans son contexte politico-religieux, pour pouvoir toujours s'explorer, se comprendre, sans être entravé par une quelconque pensée dogmatique qui pourrait biaiser le résultat de son expérience intérieure. Le plus rebelle des yogis est sans conteste le Bouddha lui-même, qui a su imposer à son époque la sagesse des connaissances de l'ancienne voie du yoga et s'est exposé comme preuve vivante de la puissance du yoga. Certes, comme je l'ai dit, yoga est une philosophie et Samkhya la supporte intellectuellement, donc on pourrait dire que le yoga est une doctrine limitante de par ses méthodes et choix philosophiques. Cela dit, cette façon de penser et d'imaginer l'univers est somme toute une des plus ouvertes que personnellement je connaisse. Et souvent la science vient à prouver, à accepter ce que le yoga a déjà découvert et mis en place depuis des siècles déjà.
Donc il est libre au yogi de se départir de toutes les connaissances, dogmes et croyances qui lui ont permis d'accéder à son stade d'évolution actuel, pour aller encore plus loin, être un explorateur vigilant des possibles et un expérimentateur du réel. Il n'y a pas de rigidité dans la forme de pensée du yoga puisque cette philosophie souhaite donner les outils pour se libérer des contraintes du système, du corps et de l'esprit. Il n'y a aucune contrainte en yoga, juste un vent porteur et des outils qui donnent à tout yogi la possibilité de choisir par lui-même la voie, la direction qu'il veut prendre à mesure qu'il expérimente et se découvre. Yoga, pour parler étymologie, est souvent traduit par union. Yoga vient de la racine sanskrite yug, Y-U-G, qui veut dire joindre, unifier. L'union du corps et de l'esprit, l'union de l'individu et du cosmos, l'union de la lumière et de l'ombre, du soleil et de la lune, des cendres et du feu, l'union, en un sens, des opposés, la disparition de la perception de la dualité. J'évoque brièvement ici maintenant ces deux aspects majeurs qui sont développés dans Samkhya et sur lesquels je reviendrai lors d'une vidéo dédiée, Purusha et Prakriti, la conscience et la nature. Lorsque la nature s'arrête, la conscience revient à elle-même, cette dualité redevient un. Alors, me direz-vous, où est la rébellion dans cette forme de yoga mainstream qui est promue partout et où est l'union? Et je vous répondrai, nulle part et pas très loin. Puisque c'est mainstream et souvent associé à un bien-être essentiellement physique, un régime particulier, une façon de penser exclusivement positive et même parfois une mode vestimentaire. Le yoga tel qu'il est transmis et enseigné se limite beaucoup à la posture et parfois à de brèves incursions dans l'exploration du souffle. C'est un mélange de bien-être, bonne pensée, bonne volonté, bien manger, bien se comporter, bien s'habiller, etc. La grande masse des bien-pensants promouvant le yoga le font d'une manière trop souvent aliénante pour eux-mêmes et pour les gens à qui ils transmettent. Le yoga est tout sauf rigide et demande une remise en question permanente de soi et du monde dans lequel on évolue. Le yoga demande de prendre deux positions en alternance, celle de l'observateur bienveillant et celle de l'acteur conscient. Le yoga est tout sauf sérieux. Il y a une notion de discipline, mais elle ne doit pas primer sur le plaisir. S'il n'y a pas un juste équilibre, une juste union entre plaisir et discipline, entre boga et yoga, il ne se passe rien. Goûter à la jouissance de l'instant n'est pas quelque chose que l'on force, mais savoir que c'est à portée suffit à donner le plaisir de la pratique. C'est pourquoi se forcer à se mettre sur le tapis ou en assise quand on n'en a pas envie n'est pas très sain. S'il n'y a pas un minimum de plaisir, il vaut mieux remettre à plus tard, sans se trouver d'excuses, être indulgent avec soi-même et avec bienveillance. Je citerai maintenant Tara Michael, une grande lettrée en sanskrit. Elle émet l'hypothèse suivante dans son article intitulé Gymnastique de la perfection. Ouvrez les guillemets. Cette célébrité du Hatha Yoga est sans doute due au fait que celui-ci recherche la perfection du corps avant la libération, et cette dernière au moyen et non pas au détriment de la première. Les Occidentaux, brouillés avec leur corps par des siècles de christianisme, ont pu trouver par ce yoga le moyen de le redécouvrir, mais bien souvent, il s'arrête là et ne s'achemine pas vers sa deuxième et essentielle finalité. Fermez les guillemets à méditer. Nous avons défini un peu d'où vient le yoga et pourquoi il existe, par qui il est pratiqué et surtout comment maintenant il est transmis. Je vais essayer de clarifier un petit peu l'étendue des outils que le yoga propose et le but que le yoga dit pouvoir atteindre en suivant ses techniques et ses méthodes. Quels sont les outils que le yoga propose et utilise et que je m'applique à essayer de transmettre? Tout d'abord, la posture, évidemment. C'est l'outil majeur utilisé en Hatha Yoga, le yoga de l'effort intense. C'est comme ça que l'on traduit Hatha Yoga. Alors c'est un effort avant tout mental pour rester en présence et avec une constante attention. Nous sommes ici dans notre corps, notre véhicule qui nous permet d'expérimenter le monde. Entretenir et chérir ce corps est la base. Si le corps est atrophié ou douloureux, nous interagissons de façon limitée avec le monde extérieur, trop occupés à se plaindre ou à gérer nos soucis et douleurs. Impossible donc de se concentrer sur le subtil, l'indicible, l'évanescent
l'énergétique. La posture sert avant tout à respecter ce corps qui nous est indispensable pour être ici et maintenant. Dans la posture, nous utilisons les autres outils afin de contrôler et diriger le mental vers un état de ekagrata, de concentration mentale parfaite sur un seul point. Ces autres outils sont avant tout le souffle, la respiration pneumatique qui, avec l'expérience et la présence, aide le pratiquant à réaliser que le souffle physiologique est intimement lié à l'apport énergétique subtil, au souffle dit énergétique. Parmi les autres outils, il y a aussi le mantra, qui veut dire outil de la pensée. Grâce à lui, on dirige la pensée au lieu d'y laisser libre cours comme au quotidien. En permanence, lors de sa pratique, le mantra aide à canaliser les pensées en un état dit de ekagrata. Ensuite vient l'outil de la visualisation, qui aide pour canaliser les mouvements d'énergie, les divagations de la pensée, et sensibilise au subtil et à l'énergie. Le fait de penser, d'amener sa conscience à certains endroits du corps ou à imaginer qu'il y a des mouvements d'énergie dans ces endroits, active réellement ces événements en soi. Et avec le temps, ces perceptions deviennent plus évidentes. On dit que le mental porte le souffle et que le souffle porte l'énergie. Les mudras et les bandhas, pour terminer, respectivement les gestes et les nœuds énergétiques, ils servent à canaliser l'énergie de façon physique en positionnant des parties du corps de certaines façons. Ainsi, l'énergie, les courants subtils qui nous traversent, prennent des chemins particuliers, voire oubliés. Lorsque tous ces outils sont en place lors d'une posture et qu'ils sont maintenus pendant une durée de temps respectable, allant de 1 minute à plusieurs minutes, il y a même certaines postures qui sont dites bénéfiques au bout de 25 minutes, mais ça c'est pour des pratiques très avancées. Le débutant, lui, va d'abord réouvrir ses canaux énergétiques, se réapproprier son corps, l'apprivoiser, recruter et assouplir ses muscles, et reprendre le pas sur son esprit divagant. Revenons un peu sur les Yoga Sutras, ce texte fondateur de Patanjali. Le 97e sutra dit Sthira Sukham Asanam, qui est communément traduit par être établi dans une posture ferme et confortable. Et comme pour preuve de ce sutra, quand la posture est maîtrisée et peut être tenue confortablement et fermement sans divagation de l'esprit pendant un long moment, alors l'énergie se réveille. Ce que je viens de présenter est la méthode Hatha Yoga, un processus alchimique de transformation dans lequel le corps est la tanor, le souffle est le feu et le plomb c'est l'esprit. Et il y a d'autres méthodes, d'autres approches qui n'utilisent pas ou très peu la posture, le Raja Yoga, le Karma Yoga, le Bhakti Yoga et le Jnana Yoga. J'exposerai ces formes de yoga dans des vidéos indépendantes et vous verrez que le Hatha Yoga s'intègre parfaitement dans ces 4 formes majeures. Je vous parlerai aussi d'éthique, qui est aussi un des aspects majeurs qui permet à l'esprit de se concentrer plus facilement, d'être moins impacté par le système, par son éducation, par ses propres croyances, et de garder une position d'observateur la plus pure possible lors de la pratique. Pour conclure et vous donner une réponse, je vous ramène encore une fois au Yoga Sutra, au deuxième cette fois, qui dit Yogash Chitta Vritti Nirodha, qui veut dire le yoga, c'est les perturbations de Pablo Neruda. Enfin, ça, c'est ce que les érudits pensaient avant qu'ils comprennent un petit peu mieux le sanskrit. En fait, ça veut dire le yoga, c'est le contrôle, l'arrêt des perturbations du mental. Et je vous raconterai ce que sont les perturbations du mental dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez une meilleure idée de ce qu'est le yoga et de ce qu'il prétend pouvoir accomplir. Ce n'est qu'une introduction, j'ai amené déjà beaucoup de concepts et de mots sanscrits. Il y a beaucoup plus à dire et à approfondir. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer la cloche, poster des commentaires et je me ferai un plaisir de vous accueillir de nouveau sur la chaîne et de répondre à vos questions. Merci et à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux maintenant télécharger ma formation gratuite en cliquant sur le lien en haut à droite et tu pourras découvrir les outils de base qui te permettront d'approfondir ta pratique et ainsi tu deviendras plus autonome et seras plus en confiance.